Monsieur, achetez ces bonbons pour que je puisse acheter à manger, implora la pauvre fillette. Mais en voyant son collier, le millionnaire resta pétrifié. L'hiver s'abattait sur Paris avec une rigueur implacable. Le vent glacé sifflait entre les colonnes du Louvre, emportant avec lui les dernières feuilles mortes de l'automne. Sur le trottoir gris de la rue de Rivoli, une fillette se tenait debout, les épaules courbées sous un manteau usé, bien trop grand pour elle. Élise avait 9 ans, mais son regard semblait porter des décennies de fatigue et de résignation. Elle tenait à 2 mains une boîte de bonbons colorés qu'elle présentait timidement aux passants pressés. Chaque tentative de vendre était un acte de courage. Les gens passaient, certains la frôlant sans la voir, d'autres baissant les yeux comme pour fuir le malaise que sa présence suscitait. Ces mots, murmurés presque en silence, se perdaient dans le bruit des klaxons et des pas pressés. Malgré le froid qui mordait ses doigts, Élise restait là, debout, car elle savait que les bonbons vendus pouvaient devenir un repas chaud le soir. Sa grand-mère, Madeleine, l'attendait dans un petit appartement à quelques rues de là, les mains tremblantes et la santé fragile. Le ciel était déjà sombre bien que l'après-midi ne fût pas encore terminé. Une fine bruine commença à tomber, rendant le trottoir glissant. Élise tira la capuche de son manteau sur sa tête, mais cela ne fit que souligner la finesse de son visage et la pâleur de sa peau. Elle n'osait plus aborder les passants. Elle fixait ses chaussures, usées, comme pour se protéger du monde. Puis, un homme s'arrêta. Il était grand, vêtu d'un long manteau noir, élégant, à la coupe impeccable. Son visage portait la fatigue de ceux qui ont connu la richesse autant que la solitude. Ses chaussures brillaient malgré la pluie, et une écharpe en cachemire était enroulée autour de son cou. Il tenait un attaché-casse de cuir. Il s'appelait Philippe Laurent, mais Élise ne le savait pas encore. Pour elle, c'était simplement un homme de plus. Peut-être un client, peut-être un regard froid. Philippe s'arrêta intrigué sans savoir pourquoi. Son regard avait croisé celui d'Élise, même brièvement, et il y avait dans ses yeux d'enfant une détresse silencieuse qui le heurta plus qu'il ne l'aurait cru. Il ne bougea pas tout de suite. Il observa le visage fin, les joues creusées, les mains rougies par le froid. Il vit aussi la façon dont elle gardait les yeux baissés, comme si la honte faisait partie de son quotidien. Élise sentit la présence de l'homme, mais elle n'osa pas lever la tête. Elle prononça alors d'une voix à peine audible les mots qu'elle répétait tous les jours. « Monsieur, achetez ces bonbons, s'il vous plaît. C'est pour acheter à manger. » Ce n'était qu'une phrase parmi tant d'autres, dite 1000 fois avec le même espoir. Mais cette fois, quelque chose allait être différent. Philippe ne répondit pas immédiatement. Il la regarda plus attentivement, comme frappé par une sensation étrange. Ce n'était pas seulement la misère de la fillette qui le troublait, mais un détail minuscule, presque invisible à première vue. Autour du cou d'Élise, dépassant du col du manteau trop grand, pendait un collier. Simple, presque insignifiant. Un fil de perles en verre bleu, usé par le temps, avec un petit pendentif en argent en forme de feuille. Philippe plissa les yeux. Son cœur eut un sursaut qu'il ne comprit pas tout de suite. Il connaissait ce pendentif. Il l'avait vu avant. Il l'avait tenu entre ses doigts, des années auparavant. Ce collier n'aurait jamais dû être ici autour du cou d'une enfant perdue dans le froid. Il resta figé. Le temps sembla se suspendre entre les deux, l'homme riche et la fille des rues. Et sans qu'Élise ne s'en rende compte, elle venait d'éveiller dans le cœur de Philippe quelque chose qu'il croyait enfoui à jamais. Un souvenir ancien, douloureux, qui refusait de mourir. « Monsieur, achetez ces bonbons s'il vous plaît. »« C'est pour acheter à manger », murmura Élise sans lever les yeux, comme si elle connaissait déjà la réponse. Sa voix n'avait pas la force de l'insistance, seulement celle d'une fatigue silencieuse, d'un espoir qui se brisait à chaque refus. Elle parlait comme si chaque mot lui coûtait quelque chose, comme si mendier n'était pas une stratégie mais une dernière issue. Elle n'était pas encore une de ces enfants rendus durs par la rue. Elle gardait encore une douceur triste qui fendait le cœur de quiconque osait la regarder vraiment. Philippe, lui, restait debout, immobile devant la petite silhouette. Ses yeux étaient rivés sur le collier. Il avait entendu les mots, oui, mais c'était ce bijou, ce détail, qui le faisait chanceler intérieurement. Il n'avait pas entendu ce nom depuis plus de 20 ans. Il ne l'avait pas prononcé depuis que sa sœur avait disparu. Claire Laurent. 17 ans. Partie en voyage scolaire pour une excursion dans le sud du pays et jamais revenue. Il y avait eu une enquête, des recherches interminables, des nuits blanches, des hypothèses toutes plus cruelles les unes que les autres. Et puis, le vide, l'oubli.
la résignation forcée. Philippe avait construit son empire comme pour fuir cette blessure, se noyant dans le travail, dans l'argent, dans une vie solitaire que personne ne remettait en question. Mais ce collier, ce pendentif en forme de feuille, il l'avait offert à Claire pour son 15e anniversaire. Il se souvenait encore du petit écrin bleu, du ruban doré qu'il avait choisi lui-même et du sourire de sa sœur en découvrant ce bijou simple mais chargé de tendresse fraternelle. C'était une pièce unique, commandée à un artisan de Montmartre, jamais vendue ailleurs, inimitable. Et pourtant, elle était là, pendue au cou d'une enfant inconnue sur un trottoir glacé de la rue de Rivoli. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda-t-il sans réfléchir, la voix éraillée par une émotion soudaine. Élise leva enfin les yeux. Ce fut rapide, un éclair d'étonnement mêlé de méfiance. Elle serra la boîte de bonbons contre elle comme un bouclier. « C'est à moi, monsieur. Je l'ai toujours eu depuis toute petite. » répondit-elle d'un ton bas, presque craintif. Philippe se rendit compte de son erreur. Il venait de briser cette mince couche de confiance qui pouvait s'établir entre eux. Il recula légèrement, adoucit son expression, tenta de paraître moins pressant. « Excuse-moi, c'est que ce collier me rappelle quelqu'un. » Élise ne répondit pas. Elle se contenta de détourner les yeux et de tendre à nouveau ses bonbons, comme pour changer de sujet, ou effacer la question précédente. Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas l'habitude d'hésiter. Dans les affaires, dans la vie, il avançait toujours avec une assurance presque arrogante. Mais là, devant cet enfant frêle, tout semblait s'effriter. Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau et sortit un billet. Il le tendit sans compter, sans même regarder sa valeur. « Donne-moi la boîte entière », dit-il doucement. Élise resta figée un instant, comme si elle doutait de la sincérité de l'offre. Puis, lentement, elle tendit la boîte. Philippe la prit, sans vraiment savoir ce qu'il allait en faire, mais ce n'était pas important. Il voulait lui parler. Il voulait comprendre. Et plus encore, il voulait vérifier ce que son cœur refusait de croire. « Tu es toute seule ici ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête en silence, puis ajouta « Je vis avec ma mamie, Madeleine. Elle est malade. Madeleine. » Le prénom résonna sans provoquer d'écho. Ce n'était pas un nom qu'il associait à son passé. Cela ne faisait qu'épaissir le mystère. Comment une enfant vivant avec une vieille femme pouvait-elle porter le collier de Claire Laurent? Était-ce un hasard? Une coïncidence improbable? Ou quelque chose de plus profond, de plus dérangeant? Et ce collier, il vient d'où exactement? C'est ta mamie qui te l'a donné? Élise hésita, puis répondit d'une voix presque inaudible. « Je l'ai toujours eu. Mamie dit qu'il appartenait à ma maman, mais je ne l'ai jamais connu. » Un choc traversa Philippe comme une lame froide. Sa mère. Donc, Élise n'était pas seulement une enfant errante. Elle avait une mère disparue, inconnue. Et ce collier appartenait à cette mère. Claire? Était-ce possible? Tout en lui hurlait que non, que cela relevait de l'absurde. Mais son instinct, ce vieux radar qu'il croyait éteint, lui soufflait que rien de tout cela n'était anodin. Le regard de la petite fille cherchait à fuir, mais il y avait dans sa posture une résignation étrange, comme si elle portait en elle une histoire trop lourde pour ses épaules fines. Philippe sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la pitié. Quelque chose de plus ancien, plus intime. Un lien qui ne disait pas encore son nom. Il se pencha lentement, s'accroupit à sa hauteur malgré le trottoir mouillé et posa la boîte de bonbons entre eux. Puis, d'une voix plus douce que jamais, il dit « Je m'appelle Philippe, et toi ?»« Élise » murmura-t-elle. Il répéta doucement « Élise ». C'est joli. Un silence s'installa. La pluie s'était intensifiée, transformant le sol en miroir. Les lumières de Noël suspendues entre les lampadaires scintillaient, indifférentes. Et au milieu de ce décor figé, un homme brisé et une enfant oubliée se regardaient pour la première fois vraiment. Sans le savoir, ils venèrent d'ouvrir une porte sur un passé que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à affronter. Philippe resta encore quelques instants accroupi devant Élise, les pensées embrouillées, le regard happé par ce bijou qui ne cessait de troubler son esprit. Il connaissait chaque courbe de ce pendentif, chaque irrégularité de la feuille d'argent. Ce n'était pas une simple ressemblance, c'était le même, il en était certain. Ce collier avait appartenu à sa sœur Claire, et personne d'autre n'aurait pu le posséder, à moins qu'on le lui ait volé ou transmis d'une manière que Philippe ne parvenait pas encore à concevoir. L'homme se redressa lentement, le cœur battant à tout rompre sous son manteau. Il ne savait plus s'il ressentait de la peur, de la colère ou une soudaine forme d'espoir,
Mais il savait qu'il ne pouvait pas en rester là. Élise, de son côté, ne comprenait pas pourquoi ce monsieur élégant restait là à la regarder. Elle avait vendu sa boîte de bonbons, elle avait reçu plus d'argent qu'en toute une journée, et pourtant il ne s'en allait pas. D'habitude, les clients pressés prenaient les bonbons sans même la remercier. Lui, il restait. Il parlait doucement, posait des questions étranges et fixait son collier comme s'il valait de l'or. Elle commençait à avoir froid. Ses pieds, humides dans ses vieilles chaussures trouées, la faisaient souffrir. Mais elle ne voulait pas bouger. Cet homme avait un regard qui ne lui faisait pas peur. Il avait l'air perdu, presque triste, et cela éveillait en elle une compassion instinctive. Philippe sentit qu'il devait s'éloigner un moment pour reprendre le contrôle de ses émotions. Il sortit un stylo de sa poche et griffonna quelque chose sur un bout de papier, qu'il tendit à Élise avec une lenteur calculée. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ta mamie a besoin d'aide, appelle à ce numéro. C'est très important. » D'accord. La fillette prit le papier du bout des doigts, l'observa, puis le rangea discrètement dans la poche intérieure de son manteau. Elle hocha la tête sans répondre. L'homme la regarda une dernière fois, puis tourna les talons et s'éloigna d'un pas lent mais décidé. Il ne pouvait pas poser plus de questions ici, pas au milieu de la rue. Il devait réfléchir, se souvenir, vérifier. Une brume étrange semblait s'être abattue sur ses pensées. Les souvenirs qu'il avait passé des années à enfouir refaisaient surface à une vitesse déconcertante. En rentrant chez lui dans son appartement du 6e arrondissement, Philippe ouvrit l'un des tiroirs verrouillés de son bureau. Il n'y avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, soigneusement rangées dans une boîte en cuir usée par le temps, se trouvaient les affaires personnelles de Claire. Quelques lettres, un carnet, une photo jaunie 2-2 sur une plage du Sud et un certificat d'artisan, celui-là même du bijoutier de Montmartre. Il y était écrit noir sur blanc. Pendentif unique en argent en forme de feuille. Commande spéciale pour Claire Laurent par son frère Philippe, daté du 12 mars 1997. Aucun doute possible. Alors comment? Comment ce bijou était-il passé du cou de Claire à celui d'Élise? Où était passée Claire? Que s'était-il vraiment passé ce jour où elle avait disparu? Philippe sentit un nœud se former dans sa gorge. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas osé replonger dans cette douleur. Il avait accepté l'absence comme une certitude, comme un point final. Et pourtant, cette simple rencontre venait de tout remettre en question. Le lendemain, Philippe se rendit discrètement à la rue de Rivoli, espérant retrouver la fillette. Il fit plusieurs allers-retours, patienta dans le froid, observa les passants, les stands, les mendiants familiers du quartier. Il lui fallut plus d'une heure pour la repérer, accroupie près d'un réverbère, offrant à nouveau des bonbons aux passants, avec le même regard baissé et cette même pudeur douloureuse. Elle était seule. Il s'approcha, cette fois plus calmement, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Bonjour Élise », dit-il avec douceur. Elle leva les yeux, surprise qu'il se souvienne de son prénom. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Son visage s'éclaira un instant, puis redevint prudent. Elle ne répondit pas, mais ne s'enfuit pas non plus. C'était déjà une forme de confiance. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. Il s'installa à côté d'elle, sur les marches froides d'une boulangerie fermée. Le silence les enveloppa un moment. « Ta mamie, elle est gentille avec toi » demanda-t-il. Élise hocha la tête. « Oui, elle est malade, mais elle m'aime. Elle dit que je suis tout ce qu'elle a. » Philippe sentit sa gorge se serrer à nouveau. Il observa le collier. Il brillait faiblement sous la lumière du réverbère. Il se pencha légèrement. « Tu sais ce collier, je l'ai vu avant. Exactement le même. Je l'ai offert à ma petite sœur, il y a très longtemps. Elle s'appelait Claire. » Élise ne répondit pas tout de suite. Elle semblait réfléchir. Puis elle dit simplement « Claire, c'est le prénom qui est écrit derrière. » Philippe se figea. « Tu veux dire, il y a quelque chose d'écrit derrière le pendentif ?» Elle porta la main à son cou, détacha lentement le collier et le regarda de près, comme si elle le faisait pour la première fois. Elle lut à voix basse « Claire ». Philippe se sentit vaciller. Tout devenait trop réel. Ce n'était pas une copie, ce n'était pas un hasard. Le collier portait bel et bien le prénom de sa sœur disparue. Il n'y avait plus de place pour le doute. « Tu me laisserais parler avec ta mamie ?» Élise hésita. Elle n'était pas habituée à ce genre de questions. Personne ne s'intéressait jamais à elle ou à Madeleine. Elle baissa les yeux puis murmura « Peut-être. Elle n'aime pas les visiteurs. Mais si vous venez doucement, peut-être qu'elle vous parlera. »
Philippe acquiesça. Il venait de franchir un seuil invisible. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir, mais il savait que cet enfant tenait entre ses mains le fil d'un mystère jamais résolu. Et désormais, il était prêt à tout pour tirer ce fil jusqu'au bout. Le vent soufflait fort ce soir-là, faisant vibrer les vitres des immeubles haussmanniens et emportant avec lui les dernières lueurs du jour. Philippe marchait à quelques pas derrière Élise, dissimulée par les ombres des ruelles étroites qui s'éloignaient de la rue de Rivoli. Il ne voulait pas l'effrayer, mais il ne pouvait pas non plus la laisser disparaître dans le labyrinthe des rues sans comprendre où elle vivait, qui était cette Madeleine, et surtout, comment le nom de Claire et ce collier avaient traversé les années pour atterrir sur le cou d'une enfant qui mendiait pour manger. Élise avançait sans se retourner, les pas rapides malgré le froid, tenant sous son bras une petite boîte remplie à moitié de bonbons qu'elle n'avait pas vendue. Philippe observa ses mouvements, son allure prudente mais déterminée, et cette étrange façon qu'elle avait de regarder autour d'elle à chaque coin de rue, comme si elle avait appris à anticiper le danger, à éviter les regards trop persistants. Cela lui serra le cœur. Une fillette de cet âge n'aurait jamais dû apprendre à survivre ainsi. Elle s'arrêta devant un immeuble décrépit, aux murs fissurés et à la porte d'entrée qui grinçait à chaque rafale. Philippe s'arrêta à bonne distance, dissimulé derrière un lampadaire. Il la vit taper un code, pousser la porte et disparaître dans l'obscurité du hall. Il attendit. 5 minutes, 10 minutes. Puis, lentement, il s'approcha, gravissant les marches du perron sans bruit. L'entrée n'avait pas de gardien, pas de caméra visible. L'endroit respirait l'abandon et l'oubli. Il nota l'adresse, descendit les escaliers, puis s'éloigna. Le lendemain matin, muni d'une excuse qu'il avait soigneusement préparée, Philippe retourna à l'immeuble, cette fois en pleine lumière. Il sonna à l'interphone correspondant à l'appartement qu'il avait vu Élise pénétrer la veille. Une voix éraillée répondit après quelques bips. « Oui » dit la voix sèche sur la défensive. « Bonjour, je suis Philippe Laurent. Je viens de la part d'un organisme de soutien aux familles modestes. On m'a signalé que vous pourriez avoir besoin d'aide. » Un silence, puis un cliquetis. La porte s'ouvrit. L'appartement était au 3e étage. Philippe monta les marches, notant les odeurs d'humidité et les papiers décollés sur les murs. Lorsqu'il frappa à la porte, celle-ci s'ouvrit lentement sur une femme âgée, mince, les traits tirés, la peau marquée par les années, les mains tremblantes. Elle portait un gilet usé par-dessus une robe de laine et ses yeux clairs s'écarquillèrent dès qu'elle aperçut Philippe. Le choc fut immédiat. Ses lèvres frémirent, ses mains s'agrippèrent au montant de la porte et un souffle rauque s'échappa de sa gorge. « Vous » Philippe sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Il connaissait ce regard. Il y avait là une terreur ancienne, une panique incontrôlée, mais aussi une lueur de reconnaissance qu'elle tenta immédiatement de dissimuler. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, » dit-il d'une voix calme. « C'est Élise. Je l'ai rencontrée hier, et elle m'a dit que vous étiez sa grand-mère. » Madeleine hésita. Elle semblait lutter intérieurement, pesant ses mots, essayant de contrôler son visage. Puis, comme si elle enfilait un masque, elle se redressa et son expression devint neutre. « Oui, Élise est ma petite fille. Que voulez-vous » Philippe, malgré le frisson glacé qui lui remontait le dos, força un sourire. « Je voulais simplement proposer un peu d'aide. Peut-être des vêtements, des repas, une visite médicale. Elle m'a dit que vous étiez malade. » Madeleine croisa les bras. « Nous n'avons besoin de rien. Merci pour votre sollicitude. Est-ce que je peux au moins lui laisser un sac avec quelques provisions ?» Elle hésita puis ouvrit la porte plus largement. Philippe entra dans un salon exigu, décoré avec des meubles anciens, couverts de tissus usés. Tout respirait la modestie et le silence. Élise n'était pas là, sans doute à l'école ou dans la rue à vendre ses bonbons. Madeleine referma la porte. Lorsqu'elle se retourna vers Philippe, son regard avait changé, moins tendu, mais infiniment plus fatigué. « Je vous connais, » dit-elle doucement. « Vous êtes le frère de Claire. » La phrase tomba dans l'air comme un coup de tonnerre. Philippe sentit ses genoux trembler. Il n'avait pas osé y croire, mais maintenant qu'elle l'avait dit, il savait que quelque chose de profond venait de se briser. « Où est-elle » demanda-t-il, la voix tremblante. Madeleine détourna les yeux. Elle s'assit lentement sur un fauteuil effondré. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je ne sais plus. »« Vous mentez, » répondit Philippe, sans colère, mais avec une intensité glaciale. Elle secoua la tête. « Je vous jure que non. Je vais vous dire ce que je sais. »
Mais vous devez me promettre de ne pas faire de mal à Élise. Philippe s'agenouilla devant elle. Jamais, dites-moi tout. Et alors, d'une voix brisée, Madeleine commença à parler. Elle raconta qu'un jour, des années plus tôt, une jeune femme était venue frapper à sa porte. Elle était maigre, épuisée, fiévreuse. Elle portait un bébé dans les bras. Elle s'appelait Claire. Elle disait fuir quelque chose ou quelqu'un. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle avait supplié Madeleine de garder l'enfant. Elle n'avait rien laissé sauf un petit sac avec quelques vêtements et ce collier autour du cou de l'enfant. Elle n'est restée que quelques jours, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est jamais revenue. Philippe écoutait sans bouger, les larmes aux yeux. Pourquoi ne pas avoir prévenu la police? Madeleine se tordit les mains. Parce que je savais que si je le faisais, on me prendrait Élise. Et j'ai vu l'amour que Claire avait pour sa fille. J'ai vu la peur dans ses yeux. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai élevé l'enfant comme si elle était la mienne. Le silence s'installa. Philippe se leva lentement. Il comprenait maintenant que sa sœur avait survécu, du moins pendant un temps, et que quelque chose de terrible l'avait poussée à disparaître. Vous avez encore des affaires d'elle? Une lettre? Une photo? Madeleine hocha la tête lentement. Il y a une lettre que je n'ai jamais montrée à Élise. Philippe sentit une bouffée d'espoir. Derrière les rideaux tirés, le jour semblait à peine filtré. Mais dans son cœur, une lumière faible venait de renaître. Claire avait existé après sa disparition, et maintenant, peut-être, il pourrait découvrir pourquoi elle était partie. Philippe quitta l'appartement de Madeleine en titubant, comme s'il venait d'émerger d'un rêve brumeux. La lettre qu'elle lui avait promise n'était pas encore entre ses mains. La vieille femme avait insisté pour la retrouver elle-même plus tard, affirmant qu'elle était bien rangée, quelque part dans un carton au fond de son placard. Elle craignait que la lecture de ces mots ne bouleverse Élise si elle tombait dessus accidentellement. Philippe n'avait pas insisté davantage. Il respectait ce fragile équilibre, cette trêve entre passé et présent, entre le silence et la vérité. Mais au fond de lui, l'impatience grondait. Il avait attendu plus de 20 ans. Et soudain, il était plus proche que jamais de comprendre ce qui s'était réellement passé avec Claire. De retour chez lui, Philippe s'enferma dans son bureau. Les murs étaient recouverts de livres, de dossiers anciens, de photos encadrées, où le sourire de Claire, adolescente, semblait encore rayonner à travers le temps. Il alluma la lampe de son bureau et étala sur le bois massif tous les documents qu'il possédait encore sur sa sœur. Coupures de presse de l'époque, témoignages recueillis, lettres d'amis, bulletins scolaires et ce carnet qu'elle tenait, rempli de petits croquis et de phrases griffonnées à la hâte. Il le relut page par page, cherchant le moindre indice qu'il aurait pu négliger. Mais ce fut un mot, seul et souligné, qui attira à nouveau son attention. Fuir, écrit 3 fois sur des pages différentes, entouré parfois de flèches ou de ratures. Claire avait peur. Cela, Philippe l'avait déjà compris. Mais de quoi? Ou de qui? Pourquoi n'avait-elle jamais tenté de le contacter après sa fuite? S'il elle était revenue brièvement à Paris pour confier sa fille à une inconnue, pourquoi n'avait-elle pas cherché refuge auprès de sa propre famille? Tant de questions tournaient dans son esprit sans réponse claire. Le lendemain, dès l'aube, Philippe retourna à l'appartement de Madeleine. Cette fois, Élise était là. Elle ouvrit la porte, encore en chemise de nuit, les cheveux en bataille et les yeux endormis. Lorsqu'elle vit Philippe, son visage s'éclaira d'un sourire timide. « Mamie est dans la cuisine. Elle prépare du thé, dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. » Philippe entra, remerciant d'un signe de tête. Il trouva Madeleine assise à la table, une tasse de porcelaine craquelée entre les mains. Elle semblait plus calme, résignée peut-être. Sans dire un mot, elle tendit une enveloppe brune. Elle était légèrement déchirée sur le bord et portait des traces d'humidité. Je ne l'ai jamais ouverte. Elle était adressée à moi, mais je savais qu'elle n'était pas pour moi. Elle est pour vous. Philippe s'empara de l'enveloppe avec précaution. Ses mains tremblaient légèrement. Il s'assit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une feuille de papier pliée en 3. L'écriture était reconnaissable. C'était bien celle de Claire. Elle n'avait pas changé. Une calligraphie ronde, soignée, un peu inclinée vers la droite. Il lut « Madeleine, je vous en prie, prenez soin d'elle. Je n'ai plus la force. Je suis malade, fatigué. Et je sais que mes jours sont comptés. Je n'ai personne à qui confier Élise. Mon frère, il ne comprendrait pas. Il penserait que j'ai fui par égoïsme, alors que j'ai été piégé, brisé. J'ai cru à l'amour, j'ai cru à une vie simple. Mais je me suis trompé.
L'homme avec qui je suis parti n'était pas celui que je pensais. Il m'a enfermé dans une maison à des kilomètres de tout. Il a coupé tous mes liens avec le monde. Il disait qu'il m'aimait, mais il contrôlait chaque minute de ma vie. Et quand j'ai enfin réussi à m'échapper, il était trop tard. J'étais enceinte, sans argent, sans avenir. Je suis revenu à Paris en espérant trouver mon frère, mais j'avais trop honte. Alors j'ai frappé à votre porte. Vous m'avez regardé sans poser de questions, et j'ai su que je pouvais vous faire confiance. S'il vous plaît, si Élise grandit, ne lui parlez pas de tout cela avant qu'elle soit assez forte. Dites-lui que sa mère l'aimait plus que tout. Dites-lui qu'elle n'a jamais été abandonnée. Philippe relut la lettre plusieurs fois. À chaque lecture, de nouveaux détails l'accablaient. Claire n'était pas morte en fuyant une vie d'insouciance ou d'aventure. Elle avait été victime, manipulée, séquestrée, et elle avait tout sacrifié pour protéger sa fille. Il s'effondra lentement sur sa chaise, les mains couvrant son visage. Les larmes qu'il avait retenues pendant des années coulèrent sans retenue. Ce n'était pas seulement la douleur du deuil, c'était la honte. Il avait cru que Claire l'avait trahi, qu'elle avait disparu volontairement. Il ne s'était jamais permis de croire qu'elle avait été une victime. Et maintenant, il découvrait qu'elle avait eu besoin de lui, qu'elle avait été tout près, qu'elle avait souffert en silence, alors que lui vivait dans le confort, protégé par ses murs et son orgueil. Madeleine resta silencieuse, respectant son chagrin. Élise, depuis l'entrée, observait la scène sans comprendre. Elle savait que cette lettre avait un poids. Elle voyait les épaules de Philippe, secouées par les sanglots. Mais elle ne comprenait pas encore tout ce que cela signifiait. Ce fut plus tard, dans l'après-midi, que Philippe reprit suffisamment ses esprits pour poser les questions qui le rongeaient. « Quand est-ce qu'elle est partie ?»« Cela fait presque 8 ans, répondit Madeleine. Elle n'a laissé aucun indice, rien d'autre que cette lettre et le collier. Et vous n'avez jamais su si elle était encore en vie après cela ?» Madeleine baissa les yeux. « Non, j'ai attendu, j'ai espéré. Mais je crois qu'elle savait qu'elle n'avait plus le temps. Elle avait le regard de ceux qui savent que la fin approche. » Philippe se leva lentement. Il regarda autour de lui, ce petit appartement où sa nièce avait grandi, ce foyer modeste mais rempli d'un amour discret. Puis il regarda Élise. « Tu veux venir avec moi demain? Je pourrais t'emmener dans un endroit spécial. » Élise le fixa avec surprise. « Où? »« À un endroit où ta maman a grandi. Tu veux bien ?» Elle hocha la tête sans hésiter. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur Paris, Philippe comprit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était un premier pas vers la reconstruction. Claire n'était plus là, mais Élise, sa fille, portait en elle tout ce qu'il avait perdu. Et désormais, il était déterminé à honorer cette mémoire non pas avec des regrets, mais avec des actes. Les jours suivants furent marqués par une tension subtile, un entrelac d'émotions silencieuses qui flottaient dans l'air chaque fois que Philippe franchissait le seuil de l'appartement de Madeleine. La vieille femme, bien que toujours courtoise, s'était refermée. Elle parlait peu, surveillait ses mots et répondait à peine aux questions, comme si l'aveu de la lettre avait consommé en elle toute la force qu'il lui restait pour affronter le passé. Elle évitait désormais le regard de Philippe, s'occupant d'Élise avec un dévouement accru, comme pour prouver que malgré les mensonges, l'amour qu'elle offrait à l'enfant était sincère. Philippe, de son côté, oscillait entre reconnaissance et frustration. Il savait que Madeleine avait sauvé Élise du pire, qu'elle lui avait offert un toit, une tendresse discrète, un semblant de famille. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir cette amertume lancinante, ce poids du silence, cette vérité tue pendant toutes ces années. Si Madeleine avait parlé plus tôt, aurait-il pu retrouver Claire vivante? Aurait-il pu changer le cours de cette tragédie? Pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre restantes, Philippe décida de poursuivre son enquête lui-même. Il engagea un détective privé, un ancien policier du nom de Jacques Ferrand, réputé pour sa discrétion et son efficacité. Philippe lui remit tous les éléments en sa possession. La lettre, l'adresse de Madeleine, le nom complet de Claire, les dates, les rares souvenirs qu'il avait du petit ami mystérieux que sa sœur fréquentait peu avant sa disparition. Jacques écouta sans interrompre, griffonnant des notes rapides sur un carnet. Il promit de creuser, notamment du côté des hôpitaux, des registres de décès non identifiés, des dossiers sociaux pouvant mentionner une femme seule avec un enfant à cette période. En parallèle, Philippe commença à passer plus de temps avec Élise. Il se retrouvait au parc des Buttes-Chaumont, marchait le long de la Seine ou s'installait dans un café discret pour boire un chocolat chaud. L'enfant, d'abord méfiante,
s'ouvrait peu à peu, posant des questions simples mais profondes. Elle voulait savoir qui était Claire, ce qu'elle aimait, si elle avait ri souvent, si elle aimait chanter ou danser. Philippe lui racontait des souvenirs. Les vacances à Biarritz, les disputes pour la dernière tranche de tarte, les confidences au pied du lit lorsque l'orage grondait dehors. Il la voyait sourire, parfois pleurer sans bruit, comme si chaque mot nourrissait en elle un lien nouveau, un ancrage profond dans une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Un après-midi, alors qu'ils rentraient ensemble de la bibliothèque, Élise demanda à Philippe s'il avait été triste tout ce temps. Il lui répondit sans détour que oui, mais qu'il avait enterré sa tristesse sous le travail, les responsabilités, la solitude. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait mieux que beaucoup d'adultes ce que cela signifiait. Puis elle serra sa main, naturellement sans mots. Ce simple geste bouleversa Philippe. Il sentit qu'il n'était plus un étranger pour elle, mais une présence rassurante, presque familière. Quelques jours plus tard, Jacques Ferrand le contacta. Il avait découvert un détail troublant. L'appartement où vivaient Madeleine et Élise n'était pas loué sous le nom de Madeleine. Le contrat de location, signé il y avait environ 8 ans, portait un nom inattendu, Claire M. Laurent. Cette mention, Monsieur, que Philippe n'avait jamais vue dans aucun document officiel de sa sœur, éveilla immédiatement ses soupçons. Il demanda au détective d'approfondir cette piste, de retrouver les conditions de la location, les documents annexes, la pièce d'identité présentée. Ce fut une nouvelle onde de choc. Le passeport utilisé pour la location correspondait bien à une Claire Laurent, mais la photo semblait datée, altérée, et surtout elle avait été enregistrée avec une adresse postale désormais inexistante. Le dossier sentait la dissimulation. Philippe sentit le sol vaciller sous ses pieds. Si Claire avait utilisé sa véritable identité, même partiellement pour louer cet appartement, cela signifiait qu'elle n'était pas totalement dans la clandestinité. Elle avait laissé une trace. Et pourtant, personne n'avait fait le lien. Personne ne l'avait cherché à cet endroit. Il confronta Madeleine avec ces nouveaux éléments. La vieille femme, prise au dépourvu, s'adossa au mur de sa cuisine, blanche comme un linge. Philippe parla avec douceur, mais fermeté. Il ne cherchait pas à l'accuser, il voulait simplement comprendre. Ce fut alors qu'elle lâcha une nouvelle vérité, plus déroutante encore. Claire ne lui avait pas seulement laissé Élise. Elle avait vécu avec elle pendant plusieurs semaines avant de partir. Elle s'était fait appeler Marie pour se protéger. Madeleine l'avait accueillie sans poser trop de questions, comprenant que le danger était réel. Puis un jour, Claire était sortie, disant qu'elle allait voir quelqu'un pour tenter de régulariser sa situation. Elle n'était jamais revenue. Pourquoi n'avait-elle pas raconté cela plus tôt? Par peur, par culpabilité, par instinct de protection. Elle pensait que le silence était la meilleure façon de préserver Élise. Elle avait convaincu la petite que sa mère était morte quand elle était bébé, qu'elle n'avait pas souffert. Mais la vérité, désormais, était trop grande pour rester enfouie. Philippe repartit, le cœur plus lourd que jamais. Chaque pas dans cette enquête le rapprochait de Claire, mais aussi du vide qu'elle avait laissé. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. Il ne cherchait plus seulement à résoudre un mystère, il cherchait à réparer, à reconstruire. Élise n'était plus une inconnue, elle était un morceau de Claire, une lumière née de l'ombre. Et Philippe savait qu'il avait désormais une mission, l'arracher à cette vie de pauvreté et de secret, et lui offrir la vérité, l'amour et un avenir digne de l'histoire qu'elle portait. Le silence de Madeleine avait soulevé une poussière ancienne, réveillant des souvenirs que Philippe pensait à jamais ensevelis. Pourtant, à mesure que les révélations s'accumulaient, une vérité encore plus vaste et insondable se dessinait devant lui. La disparition de Claire n'avait pas été un simple éloignement. C'était un puzzle complexe, une fuite construite sur la peur, dissimulée derrière des faux noms, des silences prolongés et des décisions désespérées. Plus Philippe avançait, plus il sentait la nécessité d'aller jusqu'au bout, non seulement pour lui-même, mais surtout pour Élise, qui avait grandi dans l'ombre d'un drame qu'elle n'avait jamais eu les moyens de comprendre. Il retourna voir Jacques Ferrand, le détective. Il voulait relancer l'enquête officiellement, obtenir des dossiers, réexaminer les archives de la police, mais aussi explorer toutes les pistes administratives possibles. Dossiers d'état civil, registres de maternité, archives scolaires. Ferrand, prudent mais déterminé, accepta de redoubler d'efforts. Il demanda à Philippe de lui fournir tout ce qu'il possédait sur Claire. Bulletins, lettres, vieilles photos.
tout élément qui pourrait permettre de recouper les informations. Philippe remit tout sans hésiter. Il allait même jusqu'à contacter d'anciens camarades de classe de Claire, des professeurs, des amis de la famille, qui, à l'époque, avaient peut-être perçu des signes que personne n'avait pris au sérieux. Au fil des jours, les découvertes s'enchaînèrent. Ferrand parvint à obtenir l'extrait de naissance d'Élise. À sa grande surprise, le champ réservé à la mère était bien rempli. Claire Marie Laurent. Pas de père déclaré. Philippe relut ce document plusieurs fois. Il avait devant lui une preuve officielle, un enregistrement que Madeleine avait toujours nié posséder. Ce mensonge lui pesa plus que les autres. Pourquoi Madeleine avait-elle continué à prétendre que Claire avait tout abandonné sans laisser de traces, alors que l'administration elle-même reconnaissait sa maternité? Pourquoi avoir volontairement omis ce détail, alors même que Philippe s'acharnait à reconstituer le passé? La colère monta en lui, mais elle se heurta à une vérité complexe. Madeleine n'était pas une ennemie, elle était une survivante, elle aussi, une femme vieillissante, solitaire, qui avait pris sous son aile un bébé venu de nulle part et qui avait, envers et contre tout, choisi de l'aimer. Ces mensonges devaient être dictés par la peur, par l'instinct. Peut-être avait-elle craint que Philippe, en découvrant la vérité, réclame Élise, l'arrache à la seule vie qu'elle connaissait. Et peut-être qu'en effet, elle n'avait pas tout à fait tort. Car Philippe sentait avec une intensité nouvelle que cet enfant était désormais sa priorité. Il ne pouvait plus la laisser vivre dans la précarité, mendier pour manger, marcher dans le froid comme si elle n'avait pas de place dans ce monde. Il décida de s'entretenir avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Il voulait savoir ce que la loi permettait dans un cas aussi particulier. Après une longue conversation, l'avocat lui expliqua que si le lien biologique était prouvé par des tests de filiation, Philippe pouvait entamer une procédure pour obtenir la garde légale d'Élise. Il faudrait démontrer qu'il pouvait lui offrir un environnement stable, aimant, éducatif, mais il faudrait aussi inévitablement confronter Madeleine. Une bataille juridique n'était pas souhaitable. Le mieux serait d'obtenir son accord. Philippe comprit que le moment était venu d'aborder le sujet avec elle. Il retourna à l'appartement un soir, après l'école. Élise faisait ses devoirs sur la petite table du salon, concentrée, la langue coincée entre les dents, comme à son habitude. Philippe s'assit près de Madeleine dans la cuisine, à l'abri des oreilles indiscrètes. Il parla calmement. Il ne voulait pas enlever Élise à sa seule figure maternelle, mais il voulait lui offrir plus. Une maison où elle n'aurait pas à grelotter. Une éducation qui lui ouvrirait toutes les portes, une santé surveillée, un avenir protégé. Il évoqua la possibilité de garder Madeleine proche, de ne pas la laisser seule. Il voulait construire une nouvelle cellule familiale, pas détruire celle qui existait déjà. Madeleine, d'abord silencieuse, écouta sans interrompre. Puis, elle parla d'une voix brisée. Elle avait peur. Peur de perdre Élise, peur d'être oubliée. Philippe lui prit la main. Il ne lui proposait pas de sortir de sa vie, mais d'entrer ensemble dans une autre. Le lendemain, Ferrand revint avec une nouvelle troublante. En fouillant les archives d'un ancien hôpital, aujourd'hui fermé, il avait trouvé un dossier au nom de Claire Laurent, datant d'environ 8 ans. Il ne restait qu'un résumé médical. Une femme jeune, amaigrie, en état de grande détresse psychologique, ayant accouché quelques mois auparavant. Elle était restée hospitalisée moins d'une semaine avant de disparaître sans laisser d'adresse. Aucun proche n'avait été contacté. Le personnel avait signalé le cas, mais sans suite. Elle avait utilisé un faux nom, mais avait finalement signé un formulaire sous sa véritable identité, probablement dans un moment de confusion ou de lucidité. Philippe lut ces informations avec un sentiment mêlé de douleur et de soulagement. Claire avait tenté de survivre. Elle avait affronté seule une tempête intérieure et extérieure. Et dans ce chaos, elle avait malgré tout cherché à protéger sa fille, à laisser une trace, un signe, une preuve. Il décida de faire un test ADN. Avec l'accord de Madeleine, un échantillon fut prélevé chez Élise et Philippe fit de même. Les résultats prirent plusieurs jours, des jours d'attente fébrile, entre espoir et crainte. Durant ce temps, Philippe et Élise passèrent des après-midi entiers ensemble, explorant Paris comme deux complices, partageant des éclats de rire et des silences lourds de sens. Élise posait de plus en plus de questions sur sa mère. Philippe répondait toujours avec franchise, sans jamais alourdir son cœur d'enfant. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, le verdict fut sans équivoque. Élise était sa nièce, fille biologique
de Claire Laurent. Philippe resta longtemps à fixer ce rapport. Ce n'était pas une surprise, mais c'était désormais une vérité légale, indiscutable. Il tenait entre ses mains la clé d'un avenir nouveau, d'un héritage à transmettre, d'un lien à honorer. Il regarda Élise dormir ce soir-là, recroquevillée sur le vieux canapé de Madeleine. Il s'assit à ses côtés, lui caressa les cheveux et murmura « Tu n'es plus seule, Élise, et moi non plus ». Les jours suivants, Paris semblait différente aux yeux de Philippe. Chaque rue, chaque façade ancienne, chaque reflet sur la Seine paraissait habité par un écho du passé, comme si la ville elle-même tentait de lui murmurer les vérités qu'il avait longtemps ignorées. Il marchait beaucoup, souvent sans but précis, l'esprit envahi par des pensées entremêlées. La confirmation de la filiation entre Claire et Élise n'avait pas apporté le soulagement espéré. Au contraire, elle ouvrait un gouffre de questions non résolues, de douleurs enfouies et surtout d'un mensonge qui ne pouvait plus tenir. Philippe retourna voir l'avocat familial. Avec les résultats du test ADN et les documents administratifs récupérés par Jacques Ferrand, il disposait désormais d'un dossier solide pour entamer les démarches légales en vue de la garde d'Élise. Mais l'avocat l'avertit. Même si biologiquement il était l'oncle de la fillette, la loi française restait attachée aux conditions de vie actuelles de l'enfant. Le juge chercherait à savoir ce qui était le mieux pour elle, sur les plans affectifs, émotionnels et pratiques. Il faudrait démontrer que Philippe ne voulait pas simplement retirer Élise à Madeleine, mais qu'il voulait construire une vie stable et heureuse avec elle, sans la priver de ses racines. Ce même jour, Philippe reçut un appel de Jacques Ferrand. Le détective avait poursuivi ses recherches concernant le contrat de location de l'appartement de Madeleine. Les résultats étaient troublants. Le nom figurant sur le bail, Claire M. Laurent, n'avait jamais été signalé dans le dossier de disparition original. Il semblait que Claire, dans un moment de lucidité ou d'espoir, avait signé ce bail en pensant à une reconstruction. Elle avait même fourni un faux justificatif de domicile que Ferrand avait pu retrouver, une adresse bidon dans le 19e arrondissement. Ce détail suggérait que Claire avait tenté de se réintégrer, de reconstruire une vie normale avec sa fille, mais qu'elle s'était heurtée à des obstacles invisibles. Peut-être avait-elle été rattrapée par la maladie, la peur ou encore par la présence menaçante de l'homme qu'elle fuyait. Philippe ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Madeleine n'avait jamais révélé cette tentative de Claire d'établir un foyer légal. Pourquoi avait-elle préféré se présenter comme la seule responsable de l'enfant, mentant même à Élise sur son origine? Était-ce par amour, par instinct de protection ou par crainte de perdre cet enfant qu'elle avait fini par aimer comme la sienne? Il décida de confronter une dernière fois Madeleine. Il voulait comprendre, obtenir d'elle une parole claire, une vérité nue, sans artifice. Lorsqu'il arriva à l'appartement, Élise était absente. Madeleine était seule, assise dans son fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'eut pas besoin qu'il parle. Elle lut dans son regard que le moment était venu. « Vous savez tout maintenant, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix rauque. Philippe hocha la tête. Il s'assit en face d'elle, les coudes appuyés sur ses genoux. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que Claire avait signé ce bail, que vous étiez au courant ?» Madeleine soupira longuement, ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient rouges de larmes non versées. « Parce que j'avais peur que vous l'emportiez, comme un objet retrouvé après des années d'oubli. Parce que je savais qu'un homme comme vous, puissant, riche, éloquent, pouvait convaincre n'importe quel juge que votre amour valait plus que le mien. Et parce que je savais que je ne pourrais pas survivre sans elle. » Elle se leva lentement, comme si le poids des années s'était doublé de celui du remords. « Claire est arrivée chez moi détruite. Elle ne mangeait presque pas. Elle pleurait la nuit, parlait seule. Elle tenait sa fille dans ses bras comme un talisman, mais elle ne voulait pas de secours. Elle disait que personne ne pouvait la comprendre, pas même vous. » Philippe ne répondit pas tout de suite. Il regardait Madeleine, cette femme frêle qui lui semblait à la fois coupable et héroïque. Elle avait menti, oui, mais elle avait aussi aimé, profondément, de manière imparfaite, mais sincère. « J'aurais pu l'aider, » murmura-t-il enfin. « J'étais là. » Madeleine hocha doucement la tête. « Peut-être, mais parfois les blessures sont si profondes qu'elles nous empêchent même de tendre la main. » Claire n'avait plus confiance en personne, pas même en elle-même. Elle voulait juste que sa fille ait une chance, et elle m'a choisi. Il y eut un long silence.
Puis Philippe dit ce qu'il était venu dire. « Je vais demander la garde légale d'Élise, mais je ne veux pas la séparer de vous. Je veux que vous veniez vivre avec nous. Je veux qu'elle garde tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'il a construit, tout ce que vous lui avez donné. Je veux lui offrir plus, pas lui enlever ce qu'elle a. » Madeleine resta figée, puis lentement, elle se mit à pleurer. Pas des sanglots bruyants, mais des larmes lentes, douloureuses, celles que l'on verse lorsqu'on comprend qu'un chapitre touche à sa fin. « Merci », dit-elle simplement. Le lendemain, Philippe rencontra à nouveau son avocat. Il lança officiellement la procédure, avec le consentement écrit de Madeleine. Il prit rendez-vous avec un psychologue pour accompagner Élise dans cette transition. Il engagea un éducateur pour l'aider à rattraper le retard scolaire. Et il commença à préparer chez lui une chambre pour elle, décorée avec douceur dans les tons qu'elle aimait, avec des livres, des crayons de couleur et une étagère où il plaça une photo de Claire, jeune, souriante. Chaque détail comptait. Chaque geste devenait un pont vers une nouvelle vie. Et dans les jours qui suivirent, Philippe sentit une transformation s'opérer. Le mensonge s'était effondré, mais de ces ruines naissait enfin la possibilité d'un avenir vrai. L'hiver commençait à céder sa place à un printemps timide, et la lumière plus douce qui caressait les rues de Paris contrastait violemment avec les ombres que Philippe portait encore en lui. Pourtant, quelque chose avait changé. Depuis que Madeleine avait accepté de le laisser entreprendre les démarches légales pour la garde d'Élise, une forme d'espoir avait germé dans son quotidien. Il ne s'agissait plus uniquement de démêler le passé ou de colmater les plaies laissées par les silences. Désormais, il s'agissait de bâtir quelque chose de nouveau, avec patience, avec soin, et surtout avec vérité. Élise, de son côté, semblait s'adapter à cette transition avec une souplesse inattendue. Peut-être parce que Philippe avait su l'approcher avec douceur, sans rien brusquer. Peut-être aussi parce qu'au fond d'elle-même, elle avait toujours pressenti qu'une partie de son histoire restait à découvrir. Son attachement à Madeleine n'avait pas diminué, mais elle semblait accepter jour après jour la place croissante que Philippe prenait dans sa vie. Ils partageaient de longues discussions, parfois légères, parfois plus profondes, sur les goûts de Claire, sur les souvenirs de famille, sur les lieux de leur enfance. Philippe lui montrait des albums de photos, des lettres que Claire lui avait écrites quand ils étaient adolescents. Il n'épargnait pas les vérités, mais les habillait d'un langage qu'elle pouvait comprendre. Il lui répétait souvent que sa mère avait été une femme courageuse, qu'elle avait lutté pour la protéger et qu'elle ne l'avait jamais abandonnée. Un matin, alors qu'il rangeait quelques cartons retrouvés dans une remise de la maison familiale qu'il avait délaissée pendant des années, Philippe mit la main sur une boîte qu'il ne se souvenait pas avoir conservée. Elle contenait des objets personnels de Claire, des carnets de dessin, des lettres, quelques babioles d'enfance. Mais ce fut un journal intime qui attira son attention. Il était ancien, la couverture en cuir légèrement craquelée et les pages jaunies par le temps. Il hésita un instant à l'ouvrir. Lire les pensées les plus intimes de sa sœur, c'était franchir une frontière. Mais il savait que cette frontière avait déjà été franchie depuis longtemps, par la force des choses. Il passa la journée à le lire, page après page, découvrant une Claire qu'il ne connaissait pas entièrement. Ses doutes, ses rêves, ses blessures. Il comprit à quel point elle s'était sentie étouffée, non pas par sa famille, mais par une société qui ne lui laissait aucune échappatoire. Il y avait des passages sur cet homme jamais nommé, mais souvent évoqué par bribes, ses promesses, son regard insistant, sa façon de tout contrôler petit à petit. Elle écrivait qu'au début, il la faisait rire, qu'il disait vouloir la sauver de sa vie banale. Puis, peu à peu, les mots s'étaient faits plus rares, remplacés par des descriptions de peur, de culpabilité, de solitude. Une phrase revint à plusieurs reprises. « Je me suis perdu et je ne sais plus comment revenir. » Philippe referma le journal avec un mélange d'amour et de douleur. Claire n'avait pas fui par légèreté. Elle s'était effacée parce que le monde autour d'elle ne lui avait laissé aucune porte de sortie. Et pourtant, au milieu de ce chaos, elle avait fait naître Élise. Elle avait trouvé la force de confier cette vie à quelqu'un qu'elle croyait digne de confiance. Et aujourd'hui, cette vie était entre ses mains à lui. Jacques Ferrand, le détective, l'appela quelques jours plus tard avec une nouvelle découverte. En fouillant davantage dans les archives hospitalières et les registres de protection sociale, il avait retrouvé la trace d'un centre d'accueil pour femmes en détresse où Claire avait séjourné brièvement, sous un pseudonyme. L'endroit, aujourd'hui fermé, était alors dirigé par une femme nommée Solange Berthier.
Ferrand avait réussi à la retrouver dans une maison de retraite à Montreuil. Philippe décida de s'y rendre sans attendre. Solange, une femme au regard vif malgré l'âge, se souvenait de Claire. Elle l'appelait la silencieuse. Elle se rappelait de cette jeune femme aux yeux clairs, au visage triste, qui refusait de parler mais qui passait des heures à regarder par la fenêtre. Elle confirma que Claire était arrivée un soir d'hiver, avec un bébé emmitouflé dans une couverture. Elle ne restait que quelques jours, disparaissant au petit matin sans prévenir. Solange n'avait jamais su ce qu'elle était devenue. Ce témoignage, aussi bref soit-il, confirmait le parcours de Claire après sa fuite. Il ajoutait un maillon à cette chaîne brisée, donnant un visage aux jours sombres qu'elle avait traversés. Philippe enregistra les propos de Solange avec son téléphone, puis la remercia profondément ému. Il comprit que chaque fragment du passé qu'il parvenait à reconstituer permettait à Élise de s'enraciner un peu plus dans son histoire, de cesser de flotter dans l'incertitude. Le soir, il montra à Élise une photo de Claire à 17 ans, prise peu avant sa disparition. Elle la regarda longuement, puis demanda si elle lui ressemblait. Philippe lui répondit qu'elle avait les mêmes yeux, le même sourire timide, la même force cachée derrière l'apparente fragilité. Elle hocha la tête, silencieuse. Puis elle murmura « Est-ce qu'elle aurait été fière de moi ?» Philippe sentit sa gorge se nouer. Il s'agenouilla à côté d'elle, prit sa main et répondit avec une conviction sans faille « Elle aurait été fière de tout ce que tu es, et elle le serait encore plus de ce que tu deviens. » Élise lui sauta dans les bras, le serrant contre elle, comme si ce geste pouvait réparer tout ce qui avait été brisé. Et peut-être que oui, peut-être que dans cette étreinte, il y avait quelque chose de plus fort que la douleur, que l'absence, que le passé lui-même. Car désormais, le passé n'était plus un poids. Il devenait un socle, une vérité sur laquelle ils pouvaient, ensemble, construire une nouvelle vie. Les jours s'écoulaient dans une étrange quiétude, comme si l'univers s'accordait à accorder une pause à Philippe et Élise après les turbulences récentes. Pourtant, sous cette surface apaisée, des courants plus profonds continuaient de remuer. Philippe, désormais en possession de fragments concrets de l'histoire de Claire, sentait qu'une pièce importante manquait encore, une dernière réponse. Il savait que le cœur de cette énigme n'avait pas encore été révélé. Et ce cœur, il le pressentait, se trouvait peut-être dans les objets laissés par Madeleine, dans ces vieilles affaires que personne n'avait jamais vraiment regardées. Un matin, après avoir accompagné Élise à l'école, Philippe retourna à l'appartement de Madeleine. Celle-ci s'affaiblissait. Sa santé vacillait avec une régularité inquiétante. Elle passait la plupart de ses journées allongée, une couverture sur les jambes, un livre jamais vraiment lu posé sur les genoux. Lorsque Philippe lui parla de ses doutes, de cette sensation persistante qu'un dernier détail attendait encore d'être découvert, elle soupira profondément. « Il y a peut-être quelque chose », murmura-t-elle. « Une boîte. Je ne l'ai jamais ouverte. Elle appartenait à Claire. Elle me l'a laissée dans un sac, avec d'autres effets. Je n'ai jamais eu le courage d'y toucher. Elle est dans la malle du fond sous la couverture brodée. » Philippe fouilla dans la chambre encombrée, entre les piles de linge et les sacs oubliés. Il découvrit une vieille malle de cuir ternie verrouillée par une fermeture usée. À l'intérieur, il trouva quelques vêtements de bébé, un foulard que Claire portait souvent, une peluche usée qu'Élise avait sans doute connue enfant. Et tout au fond, une petite boîte de métal, soigneusement fermée. Il la prit, sentit son poids dans sa main, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des papiers pliés, un carnet, et au-dessus de tout, une lettre scellée portant son prénom, Philippe, écrite à la main dans l'écriture élégante et reconnaissable de Claire. Il resta un moment sans bouger, le cœur battant plus fort à chaque seconde. Puis, dans le silence de la pièce, il déchira l'enveloppe. « Philippe, si tu lis cette lettre, c'est que tu m'as retrouvé d'une certaine manière. Je ne sais pas comment ni quand, mais je sais que tu le feras. Tu as toujours été comme ça, persévérant, intense, incapable d'abandonner ce qui te tient à cœur. J'ai tant de choses à te dire, mais si peu de mots pour le faire. Je vais essayer. Je suis désolé. Désolé de t'avoir laissé sans réponse, sans explication. Désolé d'avoir brisé notre lien, d'avoir fui sans t'offrir une chance de m'aider. Je ne voulais pas disparaître. Je voulais survivre. J'étais jeune, naïve. J'ai cru à l'amour d'un homme qui n'était qu'un piège. Il m'a éloigné de tout, lentement, habilement. Au début, je pensais que c'était de la passion. Puis, je n'ai plus eu le droit de sortir seul, plus le droit de téléphoner. J'ai compris trop tard.
Quand je suis tombée enceinte, il a voulu que j'avorte. J'ai refusé. Il m'a alors abandonnée, littéralement, enfermée dans une chambre d'hôtel, sans argent, sans papier. Je n'avais que mon ventre rond et la peur. C'est là que j'ai décidé de revenir, mais pas vers vous, pas directement. J'avais trop honte. Je me sentais sale, détruite, étrangère même à ma propre famille. J'ai rencontré Madeleine par hasard. Elle m'a regardé avec compassion. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a offert une tasse de thé, un lit, un silence bienveillant. J'ai su que je pouvais lui confier Élise. Elle m'a promis qu'elle en prendrait soin. Elle a tenu parole, j'en suis certaine. Je voulais te revoir, j'ai essayé, tu sais. Une fois, je suis passé devant ton bureau, je t'ai vu sortir. Tu riais avec quelqu'un, tu étais beau, sûr de toi, et moi j'étais un fantôme. Je n'ai pas eu le courage. Je suis reparti, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Élise est mon trésor, elle est tout ce que j'ai fait de bien. Si tu la retrouves, si elle est près de toi maintenant, s'il te plaît, aime-la, protège-la. Raconte-lui que sa mère n'était pas parfaite, mais qu'elle l'aimait plus que sa propre vie. Ton éternelle sœur, Claire. Philippe relut la lettre à voix basse, chaque mot l'ébranlant plus que le précédent. Il se rappelait maintenant cette journée évoquée dans la lettre. Il s'en souvenait comme d'un jour banal, une sortie rapide du bureau, une réunion en perspective. Et si ce jour avait été le croisement possible de deux destins, s'il l'avait manqué de si peu, cela donnait une dimension tragique à l'ensemble de l'histoire. Il resta longtemps assis, la lettre contre sa poitrine, les yeux fermés. Ce qu'il ressentait n'était ni colère ni soulagement, c'était une forme de paix douloureuse. Claire avait essayé, elle avait survécu, elle avait transmis, et à sa manière, elle lui avait confié ce qu'elle avait de plus précieux. Quand il revint chez lui, il trouva Élise assise sur le sol de sa nouvelle chambre, en train de dessiner. Elle leva les yeux, sourit, il s'agenouilla devant elle, lui montra la boîte. « J'ai trouvé quelque chose, une lettre de ta maman. Elle t'y parle, elle me parle. Elle t'aimait profondément. Elle n'a jamais voulu partir loin de toi. Elle a juste eu peur. » Élise le regarda sans répondre. Puis elle demanda « Est-ce que je peux la lire ?» Philippe hocha la tête. Il lui tendit la lettre. Elle la prit avec délicatesse comme si elle tenait un trésor. Et pendant de longues minutes, elle la lut silencieusement, ses yeux allant et venant sur les lignes tremblantes. Lorsqu'elle eut fini, elle plia le papier avec soin, le serra contre son cœur et dit « Maintenant je me souviens d'elle, pas avec ma tête, mais avec mon cœur. » Philippe la serra dans ses bras. Il savait qu'à partir de ce jour, rien ne serait plus comme avant. Car désormais, Élise n'était plus seulement une enfant perdue dans les rues de Paris. Elle était une enfant retrouvée, reconnue, ancrée dans une histoire qui, malgré toutes ses douleurs, lui appartenait enfin. Les jours suivants furent vécus dans un calme fragile, une sorte de suspension silencieuse, comme si le monde autour de Philippe et Élise retenait son souffle en attendant la suite. La lettre de Claire avait tout changé. Elle n'était pas seulement une révélation, mais une clé. Elle avait ouvert en grand la porte du passé, laissant s'échapper des vérités longtemps enfouies, des douleurs ignorées, mais surtout une forme d'amour indéfectible que ni le temps ni la distance n'avaient pu effacer. Élise portait désormais en elle cette lettre comme un talisman. Elle la relisait chaque soir avant de dormir, en murmurant certaines phrases, comme si les mots de sa mère pouvaient encore lui parler à travers le papier. Philippe, de son côté, poursuivait les démarches juridiques. L'avocat qu'il avait engagé était confiant. Les documents s'accumulaient dans un dossier solide. La confirmation ADN de la filiation, les preuves d'une présence constante et bienveillante, les témoignages de Madeleine et d'anciens voisins, et surtout, la volonté manifeste d'Élise d'être officiellement reconnue comme la nièce de Philippe. Restait à prouver devant un juge que cette union légale était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et tout semblait indiquer que ce serait le cas. Mais malgré cette avancée, une question persistait, l'identité d'Élise. Officiellement, elle n'avait jamais été déclarée comme la fille de Claire Laurent dans les archives nationales. L'acte de naissance trouvé par Jacques Ferrand dans une annexe oubliée n'avait jamais été intégré dans les registres centraux. Cela signifiait que sur le plan administratif, Élise n'existait que partiellement. Il fallait donc non seulement obtenir la garde, mais aussi faire reconnaître légalement son lien avec Claire, ce qui impliquait une procédure de reconstitution d'état civil. Philippe et l'avocat se mirent au travail. Ils réunirent tous les éléments, la lettre de Claire, le journal intime,
les dossiers hospitaliers, les registres de location, le témoignage de Solange Berthier, les résultats du test ADN. Chaque pièce était une pierre ajoutée à la fondation de la véritable identité d'Élise. Lorsqu'ils présentèrent le dossier au tribunal, le greffier lui-même fut frappé par l'ampleur de la documentation. Le juge fixera une audience quelques semaines plus tard. L'attente fut longue, mais empreinte d'une étrange sérénité. Philippe avait la conviction que rien, désormais, ne pourrait effacer ce lien entre lui et l'enfant. Madeleine, affaiblie, restait silencieuse, mais observait tout avec attention. Lorsqu'elle vit les documents officiels arriver par la poste, elle prit la main de Philippe dans la sienne et dit d'une voix brisée « Elle est à toi maintenant. Elle l'a toujours été. Moi, je n'étais qu'un passage, un refuge. » Philippe secoua la tête. « Tu es bien plus que ça. Tu l'as élevée, tu lui as sauvé la vie. Tu fais partie d'elle autant que Claire ou moi. Rien ne changera ça. » Elle sourit, les yeux embués, et serra sa main un peu plus fort. Le jour de l'audience, Philippe et Élise se rendirent ensemble au palais de justice. Elle portait une robe simple choisie par elle-même et tenait une photo de Claire dans son sac. Dans la salle, le juge, un homme d'une 60aine d'années au regard doux mais attentif, écouta le récit que Philippe fit avec précision, sans théâtralité. Il parla de la disparition de Claire, des recherches, de la découverte du collier, de la première rencontre avec Élise, de l'émotion ressentie en reconnaissant ce bijou unique, puis des démarches entreprises, du chemin parcouru. Il parla avec sincérité, avec douleur parfois, mais surtout avec une profonde humanité. Élise, appelée à s'exprimer, se leva sans trembler. Elle parla de sa vie avec Madeleine, de sa mère qu'elle avait appris à connaître à travers les récits et les lettres, de ce qu'elle ressentait en présence de Philippe. Elle dit qu'elle se sentait chez elle lorsqu'elle était avec lui, qu'il la faisait rire, qu'il lui racontait des histoires de sa maman et qu'elle voulait rester à ses côtés. Le juge l'écouta longuement, les mains jointes sous le menton. Puis, ce fut le moment du verdict. Le juge déclara que les preuves étaient accablantes. Claire Laurent était bien la mère biologique d'Élise, et Philippe Laurent, son frère, était en droit de demander la garde de sa nièce. Il ordonna que l'identité complète de la fillette soit officiellement modifiée. Désormais, elle s'appellerait Élise Marie Laurent, en hommage à sa mère. Un certificat de filiation fut rédigé. Philippe le signa d'une main ferme, les yeux embués. Lorsqu'il tendit le document à Élise, elle l'observa longuement, comme s'il s'agissait d'un trésor ancien. « C'est mon vrai nom maintenant » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il. « C'est celui que ta mère voulait pour toi. » Elle sourit, un sourire timide mais lumineux, et glissa le papier dans son sac à côté de la photo. Ce moment fut comme une seconde naissance, un effacement symbolique de toutes les années d'oubli, de silence, de faux noms et de demi-existence. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle identité d'Élise fut intégrée dans les systèmes administratifs. Elle reçut sa nouvelle carte d'identité, son numéro d'inscription scolaire, son carnet de santé. Tout ce qui avait été bancal, incertain, officieux, devint enfin réel. Elle existait, pleinement, officiellement. Elle était une Laurent. Et plus encore, elle était une enfant aimée, protégée, reconnue. Philippe, chaque fois qu'il posait les yeux sur elle, voyait un peu plus clair dans son regard. Non pas une copie, mais une prolongation. Élise avait sa propre personnalité, son propre rire, ses propres silences. Mais elle portait en elle cette douceur farouche, ce mélange de fragilité et de force qui avait toujours caractérisé sa sœur. Et cela lui rappelait chaque jour que même dans la tragédie, la vie pouvait faire naître des miracles. Ainsi, dans le tumulte des papiers, des jugements, des démarches, une vérité simple s'était imposée. Élise n'était plus une survivante. Elle était une enfant à part entière, héritière d'un amour ancien, fruit d'un combat discret, et surtout, la promesse d'un avenir nouveau. Les jours qui suivirent la décision du tribunal furent marqués par une effervescence douce et discrète, comme si un nouveau souffle parcourait lentement les veines d'une existence longtemps figée. Élise, désormais reconnue légalement comme Élise Marie Laurent, marchait avec une assurance différente. Elle ne souriait pas plus qu'avant, elle n'élevait pas davantage la voix, mais quelque chose en elle avait changé. Un port de tête, un regard qui soutenait celui des adultes, une respiration plus libre. Philippe, qui observait chacun de ses gestes avec une attention nouvelle,
savait que ce que l'on voyait à l'extérieur n'était qu'un écho timide de ce qui se reconstruisait en elle. Il commença par réorganiser sa propre vie autour de cette nouvelle réalité. Son appartement, autrefois un espace fonctionnel et froid, devint peu à peu un lieu habité. Il fit aménager une chambre entière pour Élise, avec des murs aux teintes chaudes, des rideaux que la fillette avait choisis elle-même, une bibliothèque qui ne cessait de s'agrandir. Il engagea une institutrice privée pour l'aider à rattraper les années scolaires manquées, non pas avec rigueur militaire, mais avec douceur et patience. Élise apprenait vite. Elle posait des questions sur tout, dessinait dans les marges, écrivait des lettres qu'elle ne postait jamais. Elle semblait fascinée par le pouvoir des mots, par leur capacité à contenir la douleur et à lui donner forme. Philippe lui-même changea. L'homme d'affaires rigide, organisé au millimètre, se transforma en une figure paternelle attentive. Il rentrait plus tôt, déclinait des réunions, apprenait à cuisiner des plats simples parce qu'Élise voulait manger autre chose que des surgelés réchauffés. Il l'accompagnait à l'école, attendait à la sortie, discutait avec les professeurs. Il écoutait ses silences autant que ses récits. Il découvrait tardivement ce qu'était la présence. Et à travers cette lente métamorphose, c'était aussi l'image de Claire qui se redessinait en lui. Moins floue, moins douloureuse, presque vivante, portée dans chaque rire d'Élise, dans chaque geste inattendu, dans chaque moment de tendresse volé à l'oubli. Madeleine, cependant, restait une figure incontournable dans cette transition. Bien que physiquement affaiblie, elle refusait de s'effacer. Elle continuait de recevoir Élise plusieurs fois par semaine. La fillette, malgré son attachement croissant à Philippe, ne voulait pas couper ce lien. Philippe l'acceptait. Il comprenait que Madeleine représentait une racine, une part de stabilité que rien ne pouvait remplacer. Mais cette cohabitation émotionnelle n'était pas sans tension. Il y avait des jours où Élise rentrait silencieuse, les yeux rougis, comme si une parole de Madeleine avait réveillé des blessures anciennes. D'autres jours, elle revenait souriante avec un dessin ou un mot doux, comme si tout était encore possible. Un soir, alors qu'il l'abordait dans son lit, Élise lui demanda « Est-ce que c'est mal si je veux vivre avec toi, mais que j'aime toujours mamie ?» Philippe la regarda longuement. Il lui caressa les cheveux et répondit « Aimer plusieurs personnes, c'est ce qui fait de nous des êtres complets. Tu n'as pas à choisir. Tu peux m'aimer et l'aimer, différemment, mais sans conflit. L'amour n'est pas une part de gâteau qu'on divise, c'est une lumière qu'on multiplie. » Elle hocha la tête, satisfaite, et ferma les yeux. Quelques semaines plus tard, Philippe prit une décision importante. Il proposa à Madeleine de venir vivre avec eux. Pas dans le même appartement, mais dans un logement attenant qu'il avait fait rénover, avec des rampes de sécurité, une chambre confortable et un accès direct à la maison principale. Elle hésita, refusa d'abord, arguant qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Mais Élise insista, pleura, expliqua qu'elle voulait que tout le monde soit réuni. Finalement, Madeleine accepta. Et ce fut un nouveau chapitre. L'arrivée de Madeleine dans ce nouvel espace modifia subtilement l'équilibre familial. Philippe dut apprendre à composer avec ses habitudes, sa façon de parler à Élise, son regard parfois intrusif sur ses choix. Mais il s'efforça de rester patient, de comprendre que cette femme avait été mère de substitution pendant presque 10 ans. Il ne s'agissait pas de lui enlever ce rôle, mais de le redéfinir. Élise, de son côté, s'épanouissait. Entourée de 2 adultes qui l'aimaient, chacun à leur manière, elle découvrait la possibilité d'une enfance enfin libre. Un jour à l'école, on lui demanda de faire un exposé sur sa famille. Elle rentra en courant, inquiète, perdue. Elle ne savait pas par où commencer. Philippe s'assit avec elle, sortit une grande feuille blanche et ensemble, ils dessinèrent un arbre. À chaque branche, un nom, une histoire, un souvenir. Claire en haut, avec une étoile. Madeleine et Philippe côte à côte, comme 2 piliers. Et elle, Élise, au centre, entourée de traits de couleur représentant tout ce qu'elle avait traversé. Lorsqu'elle apporta son exposé à l'école, la maîtresse fut émue. Élise ne raconta pas tout. Elle dit simplement « J'ai une famille un peu compliquée, mais très aimante. » La reconstruction n'était pas linéaire. Il y avait des moments de doute, des insomnies, des retours de douleur, mais ces moments étaient de plus en plus rares. Philippe s'engageait dans un rôle qu'il n'avait jamais envisagé pour lui, mais qui lui allait désormais comme une seconde peau. Il pensait à Claire chaque matin, chaque soir, non plus avec ce vide insupportable, mais avec gratitude. Elle l'avait guidé jusqu'à Élise.
elle lui avait laissé une mission. Et dans chaque sourire de cet enfant, il sentait qu'il l'accomplissait un peu plus. Les choix n'avaient pas été simples. Ils avaient été douloureux, parfois cruels. Mais ils avaient mené à cette réalité nouvelle où chacun avait trouvé sa place. Une reconstruction lente, patiente, mais solide. Un foyer bâti sur la vérité, la tendresse et la mémoire d'une femme partie trop tôt, mais jamais oubliée. Le printemps s'était installé pleinement à Paris. Les arbres bordant les quais de Seine étaient en fleurs, les marchés grouillaient de vie et les cafés débordaient de conversations légères. Dans cet éclat de renouveau, la maison de Philippe était devenue un refuge de sérénité, un cocon où chaque chose semblait désormais à sa place. Élise s'y mouvait avec aisance, comme si les murs avaient été bâtis pour elle. Sa chambre respirait la vie d'une enfant enfin libre. Des livres éparpillés, des dessins accrochés au mur, des chaussures abandonnées près du lit. Elle avait cessé de demander si elle pouvait faire ceci ou cela. Elle le faisait, simplement, parce qu'elle savait qu'ici, elle avait le droit d'exister. Un samedi matin, alors que le soleil filtrait par les rideaux blancs de la salle à manger, Élise s'approcha de Philippe avec un regard à la fois déterminé et ému. Elle tenait dans ses mains une enveloppe en papier ivoire, soigneusement pliée. Elle lui tendit sans un mot. Philippe la prit et reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Claire. La lettre, retrouvée récemment au fond d'un vieux carton conservé par Madeleine, n'avait jamais été lue. Elle était destinée à Élise. Claire l'avait écrite avant de quitter définitivement l'appartement de Madeleine, pressentant sans doute qu'elle ne reviendrait jamais. Philippe la lut à voix haute, à la demande d'Élise. Sa voix trembla par instants, mais il ne s'interrompit pas. « Ma petite Élise, je ne sais pas quand tu liras cette lettre. Peut-être seras-tu encore une enfant, peut-être déjà une grande fille. Mais si tu tiens ce papier entre tes mains, c'est que tu as grandi sans moi. Et pour cela, mon cœur de maman pleure en silence. Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais pas. Je suis parti parce que le monde autour de moi était devenu trop lourd. J'ai fait des erreurs. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et j'ai eu peur de te faire vivre la même douleur. Alors j'ai préféré m'effacer. Pas parce que je ne voulais pas être ta mère, mais parce que je voulais te protéger. Tu es né d'un amour brisé, mais tu es tout ce qu'il y a de plus pur en moi. Chaque battement de ton cœur, je l'ai senti avant que tu viennes au monde. Chaque sourire que tu offriras, je le porterai avec moi, là où je suis. Un jour, tu comprendras peut-être pourquoi j'ai choisi Madeleine. Elle avait ce regard que j'avais perdu, celui de la bonté sans condition. Et si tu lis ces mots en présence de ton oncle Philippe, alors je sais que mon souhait le plus profond a été exaucé, parce que lui, il saura t'aimer, pas comme moi, mieux que moi. Élise, ma lumière, vis, ne laisse personne éteindre ton éclat. Apprends, ris, aime, et surtout, n'aie jamais honte d'où tu viens. Car tu viens d'un amour immense, même s'il a été maladroit. Je t'aime pour toujours. Ta maman, Claire. Un silence épais suivit la lecture. Élise ne pleura pas. Elle garda les yeux rivés sur la lettre, puis sur Philippe. Il la regardait avec une tendresse infinie, submergée par l'émotion. Elle posa alors sa main sur la sienne et dit simplement « Elle avait raison. Tu m'aimes comme elle l'espérait. » Il ne répondit pas. Il serra sa main plus fort, puis la prit dans ses bras longtemps, comme pour sceller une promesse silencieuse. Le même après-midi, ils se rendirent au cimetière du Père-Lachaise. Claire n'y reposait pas, mais Philippe y avait fait apposer une stèle symbolique, à l'ombre d'un arbre ancien dans un petit coin calme. Une simple plaque portait son nom, ses dates de naissance et de disparition, et une phrase gravée « Elle a vécu dans l'ombre pour que d'autres marchent vers la lumière ». Élise y déposa une fleur, puis elle s'assit en tailleur face à la stèle et lui parla. Pas fort, pas longtemps, quelques mots que seul le vent entendit. Dans les semaines suivantes, Élise poursuivit son intégration dans sa nouvelle école. Ses résultats progressaient, mais au-delà des notes, c'était sa posture qui étonnait. Elle écoutait avec intensité, participait, posait des questions, et surtout, tendait la main aux enfants plus timides. Les enseignants remarquèrent en elle une forme de maturité rare, comme si elle portait une sagesse ancienne. Philippe recevait des messages réguliers de l'école, toujours positifs. Il les lisait avec une fierté contenue, conscient que chaque ligne décrivait une victoire silencieuse sur le passé. Madeleine, malgré sa santé déclinante, trouvait encore la force de s'asseoir dans le jardin, de lire à Élise des passages de romans anciens ou de lui apprendre des recettes traditionnelles.
Elle avait repris l'habitude d'écrire dans un carnet, cette fois pour consigner les souvenirs qu'elle voulait transmettre. Un jour, elle appela Philippe et lui remit le carnet. « Ce n'est pas un testament, dit-elle, c'est une boîte à mémoire, pour qu'elle sache tout ce que je n'ai pas su lui dire à temps. » Il le remercia avec une émotion sincère. Il comprenait maintenant que l'amour ne se transmettait pas toujours par des gestes spectaculaires. Parfois, il se glissait dans une page griffonnée, dans une phrase douce, dans un silence partagé. Lorsque l'été arriva, Philippe emmena Élise en voyage. Pas loin, pas pour l'exotisme. Ils allèrent dans le sud, là où Claire avait disparu. Ils visitèrent les plages, les ruelles étroites, les lieux que Philippe et sa sœur avaient connus enfants. Élise posait des questions, s'arrêtait souvent pour contempler un paysage, une porte ancienne, une ruine. Elle voulait comprendre, sentir, ancrer ses racines. Au retour dans le train, elle s'endormit contre son oncle, la tête sur son épaule. Philippe regardait par la fenêtre les champs défiler à perte de vue, le cœur apaisé. Il pensait à Claire, à ce qu'elle aurait dit, à ce qu'elle aurait pensé de tout cela. Et il comprit qu'elle avait tracé le chemin. Elle l'avait fait à travers ses silences, ses choix, sa lettre, sa fille. Il n'avait plus de questions, seulement de la gratitude. Élise n'était plus la petite fille de la rue de Rivoli. Elle était désormais Élise Marie Laurent, une enfant debout, portée par l'amour d'une mère disparue, d'un oncle retrouvé et d'une grand-mère de cœur. Une enfant aux racines solides, prête à inventer son propre avenir.